Donc, pour démarrer cette première table ronde, nous avons réuni un panel de personnalités avec des profils très variés. Stefano Scarpetta, qui est directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, à qui je vais passer la parole pour démarrer, car il apporte une perspective internationale sur le sujet. Ensuite, nous aurons Fabienne Arata, qui est directrice France de LinkedIn. LinkedIn, qui a une connaissance exceptionnelle des tendances sur le marché du travail et qui va nous parler aussi des partenariats qu'ils ont pu nouer pour mettre ces données au service de l'intérêt général, des partenariats avec des régions pour analyser le marché du travail. Ensuite, Soumia Malinbaum, qui est administratrice du Syntec numérique et présidente de la commission formation, nous apportera le regard des industriels du numérique sur le sujet. Je passerai ensuite la parole à Thibaut Duchesne, qui est directeur général adjoint stratégie et développement du CNAM, avant de terminer par Salva Tocco, qui est ancienne présidente, elle vient à peine de terminer son mandat, du Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique qui a publié il y a 2 mois un rapport très important sur comment augmenter la diversité dans la tech. Voilà. Et sans plus attendre, je passe la parole à Stefano Scarpetta. Merci beaucoup, Mathias. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de participer à cette table ronde et à ces colloques. Je crois qu'il était déjà évoqué, la transformation numérique est déjà en train et va dans les années qui viennent transformer les marchés du travail en France, dans tous les pays de l'OCDE, dans bien d'autres nombres de pays. Il y a évidemment des grandes préoccupations dans les grands publics aussi que dans les décideurs publics sur l'impact de la technologie sur les emplois et en particulier sur le risque que l'automation puisse réduire le nombre d'emplois. Évidemment, il y a énormément d'incertitudes sur la vitesse, mais aussi, je dirais, sur le contenu de la transformation numérique et l'impact sur l'emploi. Nous avons fait des estimations et selon nos estimations, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, il y a 14% d'emplois qui sont exposés à un risque élevé d'automation, pas demain, pas après-demain, dans les prochains 15 ans. En France, ce risque est peut-être un petit peu plus élevé, on est autour de 16% des jobs qui sont à haut risque d'automation. Mais la chose importante dans nos travaux, c'est que quand on regarde les tâches qui sont accomplies aujourd'hui pour les travailleurs et pourront être accomplies par les machines, les algorithmes, on voit qu'il y a un autre 30% des jobs qui vont rester, mais la nature, les caractéristiques, les tâches qui sont développées dans ces jobs vont changer de façon très importante. Et là, on parle de 30% des jobs qui vont changer de façon assez importante. Et tout cela, il faut le mettre en perspective parce que ce qu'on voit aussi dans les données, dans l'évidence qu'on a, c'est que dans l'ensemble, la transformation numérique est susceptible de créer plus d'emplois que ceux qui vont disparaître à cause de l'automation. Donc, point de vue historique, était déjà évoqué, c'est ce qu'on a déjà vu dans les précédentes transformations technologiques, mais il existe aussi de preuves dans l'évidence qu'on peut avoir aujourd'hui. Par exemple, les pays qui ont de plus investi dans les robots et dans la transformation numérique sont les mêmes pays qui ont vu une croissance de l'emploi plus importante que d'autres pays. Mais, et cela a été évoqué dans les interventions précédentes, l'automation n'affectera pas tout le monde de la même manière. Il y a effectivement un risque d'une augmentation de la fracture des inégalités sur les marchés du travail. Des inégalités qui ont différentes dimensions, la dimension territoriale, mais aussi entre groupes de travailleurs selon leur niveau d'éducation, par exemple. Alors, l'évidence, c'est que dans la plupart des pays, le risque d'automation des emplois est nettement plus élevé dans une région plutôt que dans une autre. Et ça, c'est le cas aussi en France, où les cas entre les régions les plus exposées au risque d'automation de jobs, 17% en Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et le Grand Est, et celles les moins exposées, comme par exemple l'Île-de-France, avec 12% de jobs qui sont à risque d'être automatisés. Donc, on écart quand même de 5 points de pourcentage. En même temps, la création de nouveaux emplois est concentrée dans certaines régions et pas forcément dans d'autres. Encore une fois, la création d'emplois sur la période 2008-2018 a été principalement concentrée dans certaines régions, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a représenté plus de la moitié de la création nette d'emplois en France. Et en revanche, il y a d'autres régions dans lesquelles la création d'emplois était beaucoup plus faible. Les régions en France ont également enregistré des grandes différences en termes de taux d'emploi. En 2019, le taux d'emploi des régions comme l'Île-de-France était de 68% de la population en âge de travailler, alors qu'il était seulement de 60%, par exemple, dans l'Hauts-de-France.
Mais si la transformation numérique aboutira probablement à une création nette d'emplois, il va aussi apportera aussi des changements structurels importants qu'il faudra gérer soigneusement avant d'éviter encore une fois la croissance d'inégalités. Effectivement, la transformation numérique ne privilège pas forcément certains groupes que d'autres, mais il faut intervenir pour éviter qu'il y ait une augmentation des inégalités. Au long des dernières années, on a déjà vu une croissance importante de la part des emplois hautement qualifiés, une légère augmentation de la part de l'emploi peu qualifié et une baisse de l'emploi avec des compétences, au niveau des compétences intermédiaires, ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail. Cela dit, les personnes les moins qualifiées sont ceux qui rencontreront le plus de défis dans les années qui viennent. En France, le taux d'emploi parmi les moins qualifiés n'a cessé de baisser dans les dernières 15 ans et il est probable qu'il continuera à baisser aussi. Ces tendances vont se poursuivre. Évidemment, il est déjà dit, la crise de Covid a accéléré d'un côté la pénétration de la digitalisation elle-même, mais aussi probablement l'impact qu'elle a sur les inégalités. On a vu ça de façon assez claire. La capacité des emplois d'une région adaptée au télétravail a été forcément très différente. D'environ 19 points de pourcentage de la région française. En Île-de-France, plus de la moitié de l'emploi sont adaptables au télétravail, seulement 32% par exemple dans la Bourgogne-Franche-Comté. De plus, l'interruption des chaînes d'approvisionnement mondiales ont peut-être engendré la relocalisation d'une part de la production qui avait été délocalisée dans les pays à faible coût de production, dans des usines automatisées et les plus proches aux consommateurs, encore une fois avec des différences importantes à niveau territorial. Tout cela va probablement accélérer une tendance qui existait déjà avant la crise, une croissance de la demande pour des compétences numériques élevées. Là, si on regarde les données sur l'analyse des enquêtes sur les compétences des adultes, on voit que quand même, il y a une partie importante de la force de travail en France, comme dans tous les pays de l'OCDE, qui a des compétences numériques très faibles. Donc, la formation, non seulement la formation initiale, mais aussi la formation continue devient cruciale. Mais là, encore une fois, on voit des différences très importantes de l'accès à la formation formelle et informelle d'une région à l'autre, d'un groupe de travailleurs aux autres. Par exemple, en France, comme dans tous les pays de l'OCDE, il y a un gap de l'accès à la formation entre les faiblement qualifiés et les hautement qualifiés qui est de 1 à 3. Et donc, très importante, en France, les moins qualifiés ont 18% de probabilité de participer à la formation, alors que c'est 60% entre les plus qualifiés. Donc, les pouvoirs publics doivent déployer davantage d'efforts pour renforcer les compétences de la main-d'œuvre, et en particulier dans les zones rurales ou dans les zones où le chômage est élevé. Il y a eu des réformes importantes en France, l'apprentissage, la formation continue, la création de comptes personnels de formation. Les grands défis, à mon avis, c'est de faire en sorte que toutes ces réformes touchent et puissent être d'importants outils aussi, surtout pour les plus faiblement qualifiés, pour tous ceux qui sont plus vulnérables au risque de transformation numérique. En outre, garantir l'accès adéquat aux infrastructures de communication dans toutes les zones géographiques est essentiel pour garantir que tous les citoyens puissent bénéficier des opportunités qui sont liées à la transformation numérique. En France, un des pays de l'OCDE où l'accès des ménages des zones rurales au haut débit, par exemple, ont un débit suffisant est un des plus faibles. Donc, il y a beaucoup à faire aussi, non seulement du côté du marché du travail, des politiques de la formation, des politiques sociales, mais aussi au niveau des infrastructures pour donner à tout accès et la possibilité d'utiliser la technologie digitale au mieux. Ça, c'est certaines des remarques que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stefano. Je vais maintenant passer la parole à Fabienne Arata, directrice France de LinkedIn. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathias et merci de votre invitation. Je vais partager avec vous 3 points dont les 2 premiers font très largement écho à ce que vient d'évoquer Stefano Carpetta. Avant toute chose, je vais brièvement présenter LinkedIn pour vous dire que notre vision, elle est de créer une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale et que notre métier, c'est en fait de connecter les professionnels entre eux et aux entreprises. Mais au-delà, nous portons la conviction profonde que chaque professionnel à compétences égales doit pouvoir avoir accès aux mêmes opportunités. Et c'est de cette manière que nous exerçons ce métier. Aujourd'hui, LinkedIn compte 722 millions de membres dans le monde
et 20 millions en France, c'est-à-dire un peu plus de 69% de la population active, dont 70% en dehors de Paris. Ce qui nous donne, et vous l'avez rappelé, Mathias, une excellente représentativité dans tous les métiers, secteurs industriels, niveau de qualification et région. Les trois points que je souhaite partager avec vous aujourd'hui sont les suivants. Le premier, c'est qu'effectivement, le numérique est une exceptionnelle opportunité d'emploi, non seulement actuelle, mais bien évidemment future, et ce, quel que soit le niveau de qualification, et pour les raisons suivantes. La première raison, c'est que les métiers du numérique sont très fortement demandés, que la pénurie de compétences et de candidats est importante et augmente régulièrement. Dans les 15 métiers qui seront les plus recherchés dans les 5 prochaines années, 10 sont directement liés au digital, ingénieur DevOps, cybersécurité, traitement de la donnée. Et puis, je souhaite en signaler un qui est indirectement lié, et les 15 métiers que je cite, sont des métiers identifiés pour la France. Et puis, un qui est indirectement lié est celui de recruteur dans les métiers de l'IT. Et ce n'est pas très surprenant puisque la France, cherchant à se positionner comme hub de ressources et de métiers, de compétences digitales, évidemment émerge cette nature de métier. La deuxième raison, et Stéphano l'a rappelé, c'est qu'au-delà des métiers purs du numérique, les compétences numériques sont très fortement recherchées dans l'intégralité des métiers, puisque la grande majorité des métiers, quelle que soit la fonction ou quel que soit le secteur d'activité, vont se digitaliser et se transformer. Et à ce titre-là, les compétences numériques, qu'elles soient cognitives, techniques ou analytiques, sont effectivement très, très recherchées. Et plus on dispose, et là on aborde là le sujet de la transférabilité des compétences, et plus on dispose de cette nature de compétences digitales, au mieux on peut aborder dans le cours de sa carrière de nouveaux secteurs d'activité, même si ce n'était pas son secteur d'appartenance d'origine. Le second point que je souhaite partager, et là encore, cela fait écho aux propos de Stéphano, c'est que notre enjeu, il est de rendre visibles ces opportunités digitales, que ce soit en termes de métier, mais surtout les compétences qu'il est nécessaire d'acquérir au long de sa carrière, et puis faire prendre conscience aux professionnels que ces métiers du numérique sont accessibles, y compris pour des non-diplômés à l'instant T, et que nous avons identifié un certain nombre de métiers qui peuvent, avec le développement d'un certain nombre de compétences sur un laps de temps extrêmement restreint, être abordés de manière, somme toute, assez facile pour un certain nombre de professionnels. Je vais en citer trois: des métiers de commerciaux, développement de business, des métiers de gros hacking qui ne requièrent pas un niveau de diplôme extrêmement élevé. C'est dans ce cadre-là que nous avons choisi et décidé chez LinkedIn, conjointement avec Microsoft et GitHub, de mettre à disposition plus de 1000 heures de cours de formation aux compétences numériques et digitales gratuitement, avec des cursus qui peuvent donner lieu à une certification sur des produits Microsoft, et qui donc peuvent donner un accès à l'emploi de manière extrêmement simple pour des gens qui en sont aujourd'hui éloignés. Le troisième point que je souhaite partager avec vous, c'est le numérique comme facteur d'inclusion, au-delà des métiers du numérique en tant que tel et des compétences digitales. Le numérique comme facteur d'inclusion, il y a, et ça c'est valable pour l'ensemble l'accès à l'ensemble des emplois. On connaît tous aujourd'hui les obstacles économiques, les obstacles géographiques. Il y a un obstacle dont on parle beaucoup moins, qui est celui du manque de relations professionnelles et du manque de réseau. À l'heure où nous parlons, 70% des emplois dans le monde vont à ceux qui disposent d'au moins une connaissance dans l'entreprise dans laquelle ils candidatent. Et donc, il va être de plus en plus difficile pour ceux qui ne disposent pas de ces relations, de ces connexions, d'être embauchés dans l'entreprise de leur choix. Et cela s'applique, encore une fois, à l'ensemble des métiers du numérique, mais pas seulement. Nous avons cherché chez LinkedIn à comprendre quels étaient les professionnels qui avaient le plus de chances de construire un réseau fort et pertinent pour pouvoir leur donner un accès à l'emploi le plus facile possible.
Il y a évidemment le quartier dans lequel vous grandissez, l'école dans laquelle vous allez et l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé dans les années initiales de votre carrière, qui sont les 3 ingrédients qui permettent de construire un tissu relationnel qui va vous permettre d'accéder aux emplois. Et si vous avez eu la chance, si vous avez la chance d'avoir ces 3 ingrédients, vous avez statistiquement 12 fois plus de chances de construire un réseau de relations professionnelles vous permettant d'accéder aux opportunités que vous souhaitez. Que se passe-t-il si vous n'avez pas, si vous avez les compétences, l'expérience, la motivation, si vous êtes exactement le type de profil que nos entreprises recherchent, mais que vous n'avez pas grandi dans le bon quartier ou que vous n'êtes pas allé dans la bonne école ou que vous n'avez jamais encore travaillé dans une de ces entreprises? Comment pouvons-nous créer des opportunités professionnelles pour ceux qui ont toutes les compétences, qui peuvent créer tant de valeur dans nos entreprises, mais qui aujourd'hui n'y ont pas accès? Et le capital social ne doit pas être une barrière à l'entrée pour les femmes et les hommes qui aspirent à se construire cette nature d'avenir. Donc, je suis convaincue, et ce sera ma conclusion, que le numérique est aujourd'hui un levier d'inclusion puissant, permettant de faire émerger les talents qui reflètent une diversité de parcours, d'origine sociale, de provenance géographique, et nous pouvons tous créer un cercle vertueux, mais j'y reviendrai dans le cadre des recommandations que nous pourrons faire autour de cette table ronde et des actions que nous avons menées très concrètement chez LinkedIn, et vous l'avez souligné Mathias, en partenariat avec des régions telles que la région de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et également avec Pôle emploi. Merci à vous. Merci à vous, Fabienne. Je vais maintenant passer la parole à Soumia Malinbaum, qui est donc administratrice du Syntec numérique et présidente de sa commission formation, pour nous apporter le point de vue des industriels de la tech. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mathias pour votre invitation. Effectivement, le sujet et l'enjeu est très très important et il faut, je pense, aujourd'hui, à travers ce colloque, prendre aussi en considération la pandémie que nous vivons et repenser ce contexte à l'aune de cette pandémie qui met aussi à genoux beaucoup de 700 000 jeunes étudiants qui sortent aujourd'hui sans job, nos 150 000 décrocheurs qui continuent de ne pas avoir de travail. Donc, tout ce que je vais vous présenter doit être relativisé par rapport à l'enjeu de cette pandémie, cette crise sanitaire, même si elle est considérablement compensée, aidée par l'État, et on a un véritable État-providence aujourd'hui. Et donc, voilà. Alors, le Syntec numérique aujourd'hui regroupe environ 2000 adhérents et 50% de ces adhérents sont en province. On parlait des territoires. Donc, 11 délégations, on a un maillage territorial qui est très important et on en tient compte pour comprendre les enjeux de recrutement, de formation. Effectivement, le secteur du numérique, vous l'avez dit, Stéphano l'a dit, c'est 200 000 créations d'emplois nets dans le secteur depuis plus de 10 ans. Nous recrutons, en 2019, nous avons recruté 23 000, tout le secteur, hein, les 3 catégories du secteur du numérique que sont les entreprises de services numériques, que je représente aussi à travers le groupe dans lequel je suis, Kerus, les conseils en technologie, et puis les éditeurs. Donc, nous avons recruté plus de 23 000 collaborateurs en 2019 et même durant cette crise en 2020, nous avons une très bonne résilience et nous avons maintenu et continué de recruter. Donc, ça représente presque 600 000 emplois dans le secteur du numérique. Et aujourd'hui, le vrai sujet, effectivement, ce sont ces métiers qui disparaissent et ceux qui vont apparaître. Et puis, finalement, derrière ces métiers qui existent, il y a des gens. Et l'ensemble de ces compétences, il faut mettre en place des plans de reconversion, évidemment, d'upskilling, de reskilling. Et c'est pour ça que souvent, sur ces sujets, moi, j'appelle à un véritable plan Marshall de la formation et surtout essayer de libérer, en fait, la formation de tous les carcans dans lesquels nous pouvons nous trouver, et de mettre non pas au cœur de la formation les entreprises, mais de mettre côte à côte l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui vont
permettre de libérer la formation aux nouveaux métiers, même si on ne les connaît pas tous aujourd'hui. Nous travaillons sur des études OPIEC dont vous avez peut-être entendu parler, mais nous avons mené plusieurs études à la fois sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur le cloud. Voilà, toutes ces formations, tous ces métiers sont des métiers d'avenir sur lesquels il faut absolument s'engouffrer, avec à la fois ces compétences techniques, mais aussi ces soft skills qui vont être indispensables aujourd'hui. Je dirais que l'état des lieux, en quelques mots, nous l'avons, on peut dire qu'on a vu les contours, on sait ce qu'il faut faire, maintenant il faut passer à l'action. Alors, ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons mis en place deux typologies d'actions. Le premier, qui est le numérique emploi, c'est un dispositif en fait organisationnel qui accompagne des dispositifs de financement, parce qu'il y a toujours le financement derrière, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, et je pense qu'on sera tout à fait d'accord, le financement n'est presque plus le problème aujourd'hui. C'est comment on amène le financement pour le bon dispositif à la bonne personne au bon endroit dans ces territoires fragilisés. Donc, pour ça, il faut décloisonner, il faut casser tous les murs et tous les interlocuteurs qui ne se parlent pas. Et nous l'avons fait, nous, on a mis en place avec Numérique Emploi, la Directe, la région, le Pôle emploi, les entreprises à travers le Syntec, notre OPCO, Atlas, et puis l'ensemble des prestataires. Et on a créé une association dans chaque région. Et l'exemple de la région du Grand Est qui a permis en fait à des demandeurs d'emploi, parce que là on n'est pas sur les salariés, on est sur des demandeurs d'emploi. Numérique Emploi s'inscrit dans le programme. Vous savez que le président de la République avait appelé de ses voeux bien avant cette pandémie, ce fameux c'était le plan de je me souviens plus enfin nous en tous les cas on s'était engagé à reconvertir 60 000 personnes par an à travers ce dispositif que le gouvernement a appelé de ses voeux pour avoir le plein emploi d'ici 2025. Je ne sais plus comment s'appelle le titre de ce grand programme, mais nous avions apporté notre contribution déjà pour limiter le chômage de masse grâce au numérique. Donc, ce plan de reconversion, il a permis, grâce au dispositif de POI, POEC, tout ça, c'est très technique, des contrats de pro avec un montage de finalement 500 recrutements par an depuis 6 ans dans le Grand Est, avec un retour à l'emploi en CDI à plus de 80%. Ça, c'est des actions très concrètes. Ensuite, avec de l'inclusion dans les territoires, puisqu'aujourd'hui, on est en Occitanie, qui est une région qui est très touchée, et puis les Pays de la Loire. Ensuite, un autre dispositif qui s'appelle Numérique Actif. Et ça, c'est aussi le sujet de la sauvegarde des emplois. Parce qu'effectivement, qui dit création d'emplois, dit destruction d'emplois. Et donc, il va falloir effectivement créer cette mobilité et cette reconversion nécessaire à différents niveaux. Et là aussi, on a créé une approche très pluridisciplinaire, dans une approche intersectorielle. Tous les salariés d'autres secteurs d'activité qui vont avoir besoin de se former au numérique, le Syntec propose de former au numérique d'autres secteurs et d'autres métiers qui ne l'étaient pas. Donc, on se rapproche actuellement de toutes les fédérations, l'UIMM, la Fédération française des banques, la FFA, qui fait déjà partie de notre OPCO. Et là, le rapprochement des OPCO a été aussi une bonne chose. Je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été faites par le gouvernement par le passé, qui ont finalement aussi décloisonné des grandes organisations qui avaient du mal à se parler. Et donc, intersectoriel, intrasectoriel. La filière industrielle vient de subir une situation avec le Covid. Et donc, nous avons mis en place un financement pour la formation, pour le maintien et le développement des compétences d'innovation, pour, en fait, grâce dans le cadre du chômage partiel, former, par exemple, des ingénieurs qui étaient sur
par exemple des ingénieurs en aéronautique, on va les former au numérique. Vous voyez, on va reskiller. Alors, vous allez me dire, effectivement, là, on est sur des diplômés. Eh bien, là aussi, ce qui est important pour nous, et je pense qu'on a mis un peu de temps aussi, le Syntec, il faut l'avouer, puisqu'on est des gros recruteurs de diplômés, d'écoles d'ingénieurs, en CDI. Tout ça, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut aussi reconsidérer à l'aune des crises que nous vivons. Et que ce soit les non-diplômés, que ce soit les décrocheurs qui n'ont pas le bac, aujourd'hui, nous devons aussi agir auprès de l'ensemble de ces jeunes qui ne seront peut-être jamais ingénieurs parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être ingénieur pour faire du numérique, on le sait aujourd'hui. Et donc, nous avons aussi fait des actions auprès des territoires et on s'appuie finalement aujourd'hui à la fois sur des entreprises locales, mais aussi sur le tissu associatif local. On identifie actuellement un certain nombre d'associations comme Article 1 pour co-construire avec le maillage territorial toujours la région. La région aujourd'hui, elle a un rôle très important et d'ailleurs, on appelle aussi de nos voeux que nos observatoires de branches puissent converser, échanger avec les observatoires régionaux des différents conseils régionaux lorsqu'ils existent. Et s'ils n'existent pas, il faut en créer. Vous voyez, là, je vous parle un peu de logistique, de tuyauterie, d'ingénierie, mais c'est essentiel pour justement permettre cette libération et en parallèle mener des actions très concrètes sur le terrain et rendre compte. Et enfin, mesurer. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est pour ça que je parle d'un plan Marshall de la formation que j'appelle de mes voeux et aussi du Syntec, parce que je pense que le gouvernement aujourd'hui est très à l'écoute de ces sujets et je pense que nous avons les moyens, les financements sont là. C'est juste aujourd'hui une volonté et puis permettre à chacun des interlocuteurs de pouvoir échanger, de parler et de co-construire ensemble pour cette jeune génération, pour reconvertir et puis pour effectivement faire du numérique une véritable opportunité et arrêter de penser qu'on va arrêter la vague parce qu'il n'y a pas possibilité d'arrêter la vague du numérique. C'est un peu comme le Covid, elle est inextricable, elle est là, elle avance. Il faut juste être dans la vague et avec la vague du numérique. Merci. Je vais prendre la suite. Je suis Thibaut Duchesne, l'adjoint de l'administrateur général du CNAM en charge de la stratégie du développement. Déjà, je voudrais dire que je suis tout à fait en phase avec les trois premières interventions, parce qu'elles donnent à différents niveaux un aspect structurel pour l'OCDE, un aspect emploi pour LinkedIn, et puis un aspect, on va dire, tuyauterie, mais qui est extrêmement important, et on le sait dans la formation pour le Syntec numérique, avec en effet cet appel à un plan Marshall que je partage évidemment là-dessus. Au niveau du CNAM, au niveau du conservatoire, on va dire que sur le numérique, c'est un peu comme tous les secteurs, on a le même combat. Le même combat, c'est de dire que les emplois de demain n'existent pas encore et que pour aborder cette question des emplois de demain, il y a la nécessité que des compétences qui ont été données aujourd'hui soient reconnues, c'est-à-dire que sortir d'un établissement avec un papier qui permette de rester dans le circuit de la formation tout au long de la vie, ça a un sens pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir des compétences transverses qui permettent pas simplement d'augmenter les compétences qu'on a déjà, mais aussi de pouvoir en changer. Et l'exemple qui a été donné sur la question des reconversions, elle est extrêmement intéressante par rapport au niveau de qualification. Et là-dessus, on va dire que le CNAM, c'est la maison de ceux qui n'en ont pas. On s'est largement investi sur la question du numérique. Alors, sur la demande d'emploi, le constat qui a été fait par Fabienne Arata est très clair sur le sujet. Nous aussi, on le partage, 80 000 emplois non pourvus dans le secteur du numérique, des emplois qui n'existent pas encore demain. Et un secteur, comme ça a été évoqué par Stefano Scarpetta, un secteur qui va continuer à créer des emplois sans pour autant en perdre autant que dans d'autres filières. Je reviens en effet sur la question du numérique qui doit être à la fois une compétence propre et une compétence transverse. On le voit aujourd'hui, le numérique impacte pas simplement des métiers qui sont en tension, ça impacte aussi des métiers qui existent déjà et sur lesquels on a besoin de progresser. Par exemple, le management, au hasard, dans une période où le télétravail est devenu une forme de norme, on a besoin d'avoir de nouvelles réactions, de nouvelles actions
pour pouvoir justement soutenir cette montée en compétences, tout simplement parce qu'on va finir par épuiser les individus dans des situations qui sont des situations de crise perpétuelle et où le numérique peut aider, alors que parfois, on va dire qu'il a pu être un peu plus envahissant dans nos cadres de vie. Le deuxième point, c'est que la particularité des compétences numériques, des compétences propres, c'est leur volatilité. On estime en fait que ces compétences-là peuvent, on va dire, se désagréger entre 12 et 18 mois, ce qui implique encore une fois une attention accrue à la formation tout au long de la vie. Le CNAM, c'est vraiment une maison en fait, où on peut rentrer, on continue de pouvoir évoluer à son rythme. Et ce sujet, donc du coup, de la formation tout au long de la vie, de la reconnaissance et de la formation continue, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas que ça soit un one-shot. Le plan sur le numérique, ça ne peut pas être un one-shot. Ça doit être maintenant une compétence, on va dire, un peu partagée en termes de formation et qui se suivent. Donc, pas de plan qui soit simplement en fait un plan de saison. Et puis, le constat international concernant les transformations qui sont induites par le numérique dit aussi que ce n'est pas le chômage qui augmente, ce sont les inégalités qui augmentent, d'où en effet la question de l'inclusion qui est relativement forte. Et là-dessus, sur le numérique, on va dire que la principale problématique qu'on peut avoir, c'est d'aller chercher des publics qui sont dits invisibles. Alors, j'en rajouterai une autre parce qu'il y en a une qui devient vraiment au cœur du temps et qui est de plus en plus acceptée, notamment par les syndicats, c'est la question de la reconversion. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir accepter finalement de ne pas avoir un métier qui toute sa vie sera dans la même entreprise, mais pouvoir changer de métier plusieurs fois. On le sait, c'est un challenge pour nos sociétés. Sur la question d'aller chercher des publics invisibles, j'ai participé à l'enquête Eurydice, qui est l'enquête formation tout au long de la vie, qui permet de comparer les différents systèmes en Europe. Et on peut dire que depuis 5 ans, il y a vraiment une structuration de l'action à la fois gouvernementale, à la fois, on va dire, étatique dans son ensemble, parapublic aussi. Et qu'aujourd'hui, on a à la fois une structuration de l'intervention et puis une structuration aussi des financements. Et c'est-à-dire qu'on est un peu sorti, et heureusement, de cette logique de un chéquier par-ci, un coup de chéquier par-là. On est vraiment sur une organisation, mais ce que j'entends et ce que je partage aussi, c'est qu'on a besoin, on va dire, maintenant d'une régulation de cet environnement pour qu'on soit davantage proactif. Là-dessus, le CNAM a évidemment agi. La première chose, c'est qu'on a lancé des programmes pour décrocheurs, notamment le pass numérique, avec des spécialités comme l'intégration web, la médiation numérique et la maintenance informatique. On va dire que ce sont des programmes pour les décrocheurs à un moment où ça se multipliait, où c'était très en vogue, où on faisait quand même la part belle aux soft skills, parce qu'on partait du principe que les publics qu'on récupérait déjà étaient des publics en fait, qui avaient forcément besoin aussi de ce type de skills. Deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'on leur donne une chance, c'était de pouvoir changer de métier à un moment ou à un autre. Pas simplement de dire, avoir une politique adéquationniste qui soit de dire on a besoin de vous dans tel endroit, mais pouvoir dire aussi, vous allez avoir un travail, le travail c'est l'émancipation, c'est la maison de l'abbé Grégoire et c'est normal qu'on le pense ainsi. Vous pourrez changer un moment de travail et c'est grâce aux soft skills que vous pourrez en changer. On a lancé récemment un Bac+1, considérant qu'entre 0 et 3, et notamment en écoutant les branches professionnelles, il fallait qu'on ait une sortie qui soit une sortie professionnalisante, qui fasse aussi la part belle aux soft skills, mais qui permette aussi d'avoir des compétences un peu plus professionnalisantes. C'est pour ça qu'on a lancé dans le numérique 2 Bac+1, un Bac+1 sur développement et exploitation, et l'autre sur intégration web. Ça répond aux soucis de certaines branches et on va continuer à travailler avec certaines branches là-dessus. Encore une fois, pour qu'on ait des compétences clés qui soient relativement impliquées. Et puis, la question de l'inclusion, pour aller toucher ces publics qui sont un peu invisibles, c'est s'appuyer aussi sur ce qui se fait dans les territoires. Et là-dessus, le CNAM a lancé un grand projet de développement. Alors, on a beaucoup d'universités qui ferment leur lieu d'enseignement un peu sur le territoire. Nous, on en développe 100 de plus et on va passer de 150 à 250 sur les 3 prochaines années. Et l'idée, c'est qu'on soit au plus près des besoins dans les territoires, qu'on construise les formations avec les collectivités. Mais il y a 2 sujets qui reviennent systématiquement comme étant des compétences dont on a besoin sur un territoire. C'est l'entrepreneuriat, parce que pour beaucoup de territoires, là où il y a des artisans, des commerçants, on a besoin d'avoir ce type de compétences. Et en plus, parce que ce sont des compétences qui sont non délocalisables. Et le deuxième sujet, c'est systématiquement le numérique. Donc, on travaille beaucoup sur le déploiement de ce type de formation dans le numérique. Et puis, une dernière remarque, c'est le numérique comme objet, le numérique comme moyen. Ça doit être aussi un cadre, le numérique, pour qu'on puisse prévoir, et ça a été évoqué juste avant sur la question des observatoires, les évolutions des métiers. Nous, on rêverait que dans le cadre
du plan et la renaissance en fait du plan qui a été lancé par le gouvernement, on est une vraie machine à données qui permettent d'agréger tout ce qui se passe sur le territoire, que ce soit sur la question par exemple, des mobilités, que ce soit sur la question du vieillissement de la population, que ce soit sur la question, on va dire, des habitudes de consommation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur la digitalisation par rapport au commerce, et on se rend compte qu'en 2 mois, une grande enseigne américaine fait plus 30% de consommation, de pouvoir analyser ces données, simplement parce que ces données permettent d'avoir des compétences in fine et de répondre à des besoins locaux in fine. Et on aimerait, dans ce genre de cas, on travaille avec Adecco Analytics, nous, par rapport à notre développement territorial, mais on aimerait qu'au niveau national, il y ait une vraie ambition big data qui nous permettent simplement, au-delà des observatoires qui sont extrêmement utiles aujourd'hui, ça nous a permis de développer beaucoup de formations de notre côté, mais qu'on ait, on va dire, une grande entreprise nationale qui permette de prévoir les évolutions de métiers et territorialement de le faire avec acuité pour qu'on puisse mettre la bonne formation au bon endroit. C'est l'obsession du conservatoire. Merci beaucoup Thibaut Duchesne. Pour terminer ce tour d'horizon des interventions de cette première table ronde, j'ai le plaisir de passer la parole à Salva Tocco, donc ancienne tout juste présidente, qui était encore présidente il y a quelques semaines du Conseil national du numérique, et qui est très attachée à titre personnel comme au titre du CNUM à ces enjeux d'inclusion professionnelle, et qui va sans doute nous parler du rapport des travaux du CNUM et du rapport qui a été publié à ce sujet il y a 2 mois avec Anthony Babkin. Merci Mathias, ravi d'être avec vous sur ces enjeux. Effectivement, tu l'as bien souligné, qui sont pour moi très importants. Je pense que tout le monde sait déjà mon action, mon activité, mon engagement pour l'inclusion des femmes déjà dans la tech, à travers de différents projets et notamment mon association Become Tech. Et ça a été assez naturel que ce soit un sujet que j'ai tenté en tous les cas de porter pendant cette mandature du CNUM qui est en train effectivement de s'achever. Pour rappeler très rapidement le CNUM, donc ce sont 30 membres bénévoles et volontaires qui ont pour objet de conseiller le gouvernement sur des politiques publiques pour tout ce qui a trait aux enjeux du numérique dans sa projection la plus large. Et bien évidemment, les enjeux économiques liés au numérique et notamment de l'insertion à l'emploi en font partie. On a pas mal travaillé sur ces questions-là au travers de plusieurs rapports que nous avons publiés et qui sont accessibles sur le site du Conseil national du numérique, que ce soit autour de la spécificité des travailleurs des plateformes ou de l'accessibilité dans son sens le plus large, autant pour les personnes porteuses de handicap que pour les personnes dites en exclusion du numérique. Et effectivement, nous avons rendu au début du mois de septembre, de nos derniers rapports à Cédrico et à d'autres ministres qui étaient présents, un rapport que nous avons partagé avec co-réfléchi et coécrit avec Anthony Babkin, qui est connu notamment pour porter le projet Diversity Days. Et nous avons voulu mettre un peu plus de mots et de faits et de constats au travers de sujets dont on parle beaucoup, qui réunissent souvent des experts autour de la table sans véritablement apporter, alors je dirais pas apporter des solutions parce que je le vois bien et j'ai bien entendu les différentes interventions qui m'ont précédée, où il y a une volonté en tous les cas pour beaucoup de professionnels d'être justement d'être dans l'action. Mais le propos du CNUM et le propre du CNUM, c'est pas forcément d'être dans l'action, mais en tous les cas de donner les bonnes pistes pour que des politiques publiques puissent venir justement accompagner des actions de terrain, voire les renforcer, les mesurer pour pouvoir mieux les adapter. Et c'est ce que nous avons tenté de faire dans ce dernier rapport que nous avons rendu donc il y a 2 mois. Juste pour rappel, nous avons été saisis quelques semaines avant le début de la pandémie en février. Et ce dont on s'est rendu compte, et ça a été du coup assez chaotique lors du confinement épisode 1, version 1, de continuer à travailler
Mais on s'est aperçu que tous les propos qu'on tenait, toutes les réflexions qu'on menait, toutes les auditions que nous avons menées n'ont absolument pas rendu obsolètes en fait les réflexions qu'on menait. Au contraire, les ont rendues encore d'autant plus actuelles et d'autant plus pertinentes à l'heure où un plan de relance justement allait se profiler pour essayer de sortir de cette crise sanitaire puis économique. Alors, je ne vais pas vous refaire un résumé du rapport qui est quand même assez dense, mais je voudrais en fait vous partager 3 points qui pour nous doivent faire l'objet en fait de politiques publiques et sur lesquels, à notre sens et dans la manière dont nous travaillons au CNUM, qui nous permettraient peut-être d'enfin un peu mieux appréhender, vraiment trouver en tous les cas des leviers, des moyens de levier pérennes sur le temps, pour sortir en fait de cette problématique, qui est une problématique de discrimination. Je pense qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom et c'est pour ça qu'on appelle, nous, d'abord à une vraie politique qui répond à l'égalité des chances. La France a l'égalité des chances comme principe fondateur, hein, c'est notre République porte cette valeur. Pourtant, cette égalité des chances, on le sait bien, elle est malmenée depuis très longtemps. Il existe une réelle discrimination au seuil dans nos universités, dans nos établissements scolaires, au sein du monde, du monde de l'entreprise, sur des publics ciblés, pas toujours que des publics non formés, quelquefois des publics formés, mais qu'on a du mal à intégrer dans le monde du travail, qu'ils soient issus des villes ou qu'ils soient issus de la ruralité. Et dans la ruralité, on est confronté à des problématiques encore supplémentaires. Ce qui est très paradoxal, et tout le monde l'a bien noté, c'est que le numérique qui nous réunit ici aujourd'hui, et pourtant un appel d'air en termes d'activité et pour autant, on met de côté tout un pendant d'une population qui pourrait tout à fait être formée pour pouvoir répondre à un premier socle, je dirais, de métiers dans ce secteur, du numérique et il y a, il est nécessaire en tous les cas pour nous de vraiment, s'attarder à heu, développer et créer une politique de l'emploi, ambitieuse. Les perspectives sont là, une jeunesse existe, une jeunesse formée, une jeunesse aussi qui a besoin de formation. Il y a tout un nouveau monde à recréer et cette pandémie que nous vivons, le montre bien. Nous devons repenser complètement notre manière aujourd'hui, en tous les cas, de vivre et le fait d'avoir été obligés de refaire une V2 de confinement le montre bien. Pour autant, on ne se tourne pas vers des publics qui auraient besoin justement d'être accompagnés et de pouvoir sortir un petit peu la tête hors de l'eau, dans cette grave crise que nous rencontrons. Le numérique existe depuis maintenant une trentaine d'années. Internet d'abord, puis dans sa version, on va dire, sa valeur numérique. Et pourtant, nous ne savons pas encore parfaitement, aider et outiller les personnes qui en ont le besoin, qui en ont la nécessité, pour qui, ce n'est pas si naturel que ça de se mettre derrière un ordinateur ou de travailler avec un téléphone portable et il n'est pas tant question pour nous, et là c'est vraiment un point auquel sur lequel j'insiste, il n'est pas tant sur le point uniquement d'accessibilité en termes de compréhension, hein, des usages, mais il est aussi question, et on s'en est bien rendu compte au travers de différentes auditions qu'on a pu mener, d'un accompagnement aussi financier pour permettre en fait véritablement de prendre pleinement possession de l'ensemble de ces outils. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a déjà maintenant une dizaine d'années. Contrairement à ce que l'on pense, le numérique, est aussi un problème de prise en main auprès des jeunes. Les jeunes savent extrêmement bien manier, le numérique pour du ludique. Le numérique pour du professionnel, c'est une autre histoire et il faut véritablement le prendre en compte et ne pas estimer que, parce qu'on est né avec le numérique,
on maîtrise le numérique. Loin de là. Et les chiffres sont là tous les jours pour nous le prouver, pour nous le rappeler. Et il faut qu'on le prenne en compte dans les différentes dimensions de réflexion que l'on mène sur sur ce sujet. Donc une vraie politique ambitieuse, c'est une politique de l'emploi ambitieuse, c'est une politique qui prend en compte tous ces facteurs, à la fois des facteurs sociaux, des facteurs territoriaux et des facteurs d'inclusion, dans leur sens leur plus large. Et c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas du tout, traiter à la légère au vu des projections qui ont été, d'ailleurs, extrêmement bien, détaillées par monsieur Stefano, Carpetta, de l'OCDE. Et pour, 3e en fait niveau de réflexion qu'on a voulu porter au sein de ce rapport et qui rejoint fortement, l'ensemble des tables rondes, du sujet des tables rondes là de cet après-midi, c'est bien l'enjeu en fait des territoires. Donner sa chance à chacun, c'est un bel objectif, mais la mobilité, elle ne doit pas être à sens unique. En ce sens que, l'objectif en fait d'une politique d'insertion à l'emploi, d'inclusion en fait de populations, en difficulté face, aux enjeux du numérique, bah, ce n'est pas uniquement de faire en sorte que ces personnes soient à une mobilité vers en fait, les territoires, urbains. Non, nous devons amener le numérique dans les quartiers prioritaires, nous devons amener le numérique et les opportunités du numérique aussi dans les zones rurales, au plus près des talents et pas uniquement se contenter d'œuvrer pour les grandes villes, les grandes métropoles qui sont déjà équipées. Donc, il y a toute une réflexion et toute une politique destinée à redynamiser en fait les territoires dont il faut absolument tenir compte. Et je me réjouis d'entendre que la CNAM continue à se déployer justement dans ce sens, parce que nous ne résoudrons pas en fait cette problématique en pensant que tous les jeunes vont venir monter à la capitale ou aller dans la métropole la plus proche. Il faut aussi accompagner des entreprises à s'installer dans les quartiers politiques de la ville, à s'installer dans nos zones rurales pour qu'on y crée des emplois, pour qu'on y ouvre des écoles, pour que l'on puisse enfin créer aussi, le vivre ensemble, donner envie en fait, de rester vivre dans des territoires qui en ont besoin et on le voit bien aujourd'hui avec la crise justement des petits commerces qui lancent en fait des cris d'alarme, qu'il faut absolument, entendre, mais justement le fait de ne on n'est pas là il ne faut pas que nous profitions en fait de la crise pour tuer en fait, toute cette économie qui est quand même le socle du vivre ensemble sur tous les territoires du pays. Et donc pour nous, ce sont ces 3 aspects qui doivent être liés pour réfléchir à une politique publique ambitieuse en matière d'inclusion numérique, dans le monde professionnel. Je dirais qu'il faudrait vraiment, être très attentif à ne pas, travailler sur un chemin et pas sur l'autre. Ce sont 3 chemins qu'il faut prendre en même temps, en parallèle, parce que c'est uniquement par leur complémentarité, à notre sens, qu'ils pourraient apporter et produire des résultats, véritablement probants. Donc, on a une opportunité et je ne doute pas que l'ensemble des tables rondes, et des échanges que nous allons avoir, cet après-midi vont nous amener à pouvoir donner des réponses encore plus concrètes que nous pourrons présenter, je l'espère, au gouvernement qui effectivement est à l'écoute en ce moment, se doit d'être à l'écoute et s'investit de plus en plus sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup, Salva pour ces propos. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour les questions. Il y avait une question sur les sources des chiffres donnés par Stefano Scarpetta. À quelle étude de l'OCDE vous référiez, si vous pouviez après le rappeler. Vous n'avez pas tant que ça parlé des territoires fragilisés et notamment des territoires ruraux.
spontanément, on parle quand même beaucoup plus de la transition numérique dans les métropoles. Qu'est-ce qu'il en est des impacts du numérique dans les territoires ruraux? Et la question s'adresse aux 5 speakers. Hein, voilà, à qui s'adresse la question? Vas-y, Salva. Ben, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs types d'enjeux. Il y a déjà un enjeu d'accès à la technologie. On sait bien que sur le territoire français, on est sur un accès encore très inégal, même si de gros efforts sont faits depuis des années, hein, avec le plan très haut débit. Ce sont des sujets donc j'ai beaucoup abordé avec Cédrico pendant ma mandature, où il y a vraiment une volonté en tous les cas de permettre en tous les cas cet accès. Mais au-delà de la question de l'accès, il y a aussi au niveau des territoires ruraux, l'accès je dirais l'accès humain. Le problème n'est pas tant en fait d'avoir un accès technologique, donc d'avoir soit au mieux la 4G ou la fibre ou des lieux en fait qui ont accès à Internet. Il y a surtout en fait l'accès humain pour comprendre toute la littératie du numérique, et ça je trouve que malheureusement, on ne s'appuie pas suffisamment sur l'ensemble des médiateurs numériques qui existent déjà dans beaucoup de structures qui émaillent le territoire, et qui donnent cette impression justement à une population rurale, de se sentir d'être exclue. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a un téléphone portable qu'on est inclus dans le numérique. Il y a aussi toute une dimension à comprendre, en fait, à quoi peut servir, quels sont les autres aspects, en fait, que cet outil auquel il peut servir. Et là, on manque véritablement d'accompagnement humain pour pouvoir apprendre à maîtriser les outils. Et je voudrais juste en fait, émettre une alerte. Vous le savez, il y a actuellement une grosse politique justement on va dire d'accessibilité du numérique dans les territoires. On a les hubs numériques qui en ce moment sont en train de se déployer, enfin qui étaient en train de se déployer jusqu'à malheureusement le stop de la pandémie. Il y a beaucoup plus de facilité à travailler en fait sur la question technique que vraiment sur la dimension humaine de l'appropriation du numérique. Et on doit se reposer, on doit absolument faire en sorte de ne pas créer, après avoir créé une fracture territoriale au sens technologique, on doit s'attacher à faire en sorte de ne pas doubler cette fracture par la fracture en fait humaine, qui est amenée quelquefois justement par la dimension du déploiement, du déploiement technologique. C'est pas parce qu'on met du numérique, c'est pas parce qu'on met de la technologie que l'on doit fermer des lieux de rencontre. Certes, très ironique ce que je dis aujourd'hui au vu de la situation dans laquelle on est, mais ce que nous, on a pu remarquer au travers de nos auditions, et notamment quand on est dans la ruralité, c'est que ce n'est pas parce qu'on a amené la fibre, c'est pas parce qu'on a amené la 4G, c'est pas parce qu'on a amené un lieu où la connexion au plus près que forcément les gens s'en saisissent et la comprennent. Il y a tout un accompagnement aussi de littératie. Mathias, tu l'as formulé en présentation de cette matinée, enfin de cet après-midi, pardon, sur aussi les enjeux démocratiques. Et oui, le numérique, c'est un tout. Le numérique, ce n'est pas que de l'économie. Le numérique, c'est pas que pouvoir acheter son pack de lait en ligne. Le numérique, c'est un tout. Et cette dimension-là, notamment dans le cadre de l'appropriation pour s'insérer dans le monde du travail, elle est tout aussi importante que des compétences purement techniques, et c'est à mon sens des choses qui sont un petit peu mises de côté, notamment quand on est sur des territoires ruraux, par exemple. Oui, Mathias, si vous permettez, un élément de réponse et un retour d'expérience et qui fait écho à… Allez-y, allez-y. Oui, un élément de réponse et un point qui fait également écho à ce qu'évoquait Thibaut Duchesne sur la mise à disposition des données.
Lorsque nous avons eu l'occasion de travailler avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Hauts-de-France, le propos, il était de pouvoir leur donner, leur mettre à disposition l'ensemble des données qui leur permettent de mettre en place une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la région, au plus près du terrain. Et comme c'était évoqué précédemment, pas seulement dans les grandes métropoles telles que Lyon, Lille ou Roubaix, mais également dans les villes de petite et moyenne importance. Et le premier champ d'action, il consiste à donner cette lisibilité-là aux institutions, aux acteurs locaux et aux entreprises. Faire connaître et faire savoir qu'aux entreprises que localement, il y a cette nature de ressources. Donc, c'est un tout. C'est donner la visibilité aux entreprises sur voilà les compétences dont vous pouvez disposer et expliquer à de grands groupes que potentiellement, ils peuvent ouvrir une usine, un site, une start-up peut s'installer dans telle petite ville ou voire dans tel village dans le futur. Voilà, c'est le propos de la mise à disposition des données et qu'il conviendrait de faire évidemment au niveau national, mais de manière granulaire, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Très bien. Alors déjà, c'est une remarque qui vient tout à fait compléter les propos sur la question de la ruralité. Lorsqu'on intervient dans un territoire, nous, au CNAM, en fait, on agit avec les zones blanches en fait, numériques comme les régions le font. C'est-à-dire qu'on s'installe dans toutes les régions où il y a dans tous les lieux en fait, qui sont des zones blanches de formation, où vous êtes à plus de 30 km d'un organisme de formation, on essaie d'y aller. Ce qui nous permet d'avoir une présence en fait, sur le terrain qui, en effet, n'est pas remplacée par le numérique, une présence humaine par rapport à cet environnement-là. Mais ça rejoint l'exemple que vous venez de donner avec notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement significatif de ce qu'on doit pouvoir faire, c'est-à-dire une espèce de data 4.0 qui permet d'agréger en fait, les données à un niveau national, mais qui a tout à fait sa place sur la gestion d'un bassin d'emploi. Tout simplement parce que lorsqu'on intervient sur un bassin d'emploi pour proposer des offres de formation, la première question qu'on nous pose, c'est « OK, mais comment on fait pour trouver quelle est la bonne offre de formation ?» Et vous le savez, enfin, il y a tous les acteurs de la formation le savent aussi bien que moi. Il y a l'offre de formation dont on a besoin tout de suite, mais concrètement, vous faites une ou deux cohortes et vous saturez un besoin sur le territoire pendant une génération. Et puis, il y a aussi les besoins dont on aura besoin demain. Et là-dessus, ce sont les données qui permettent de le voir, notamment à travers la question du vieillissement, notamment à travers la question des habitudes de consommation qui sont extrêmement significatives pour pouvoir permettre de donner une réponse là-dessus. Et on va dire que c'est de l'ingénierie de GPECT. Tout de suite, ça devient en fait quelque chose de relativement compliqué. Mais notre boulot, c'est de donner en fait de l'imagination aux chefs de projet sur place et aux élus locaux, parce qu'il faut quand même le dire aussi, les élus locaux et notamment les maires et présidents d'agglo se sont largement saisis de la question de la formation depuis que la loi liberté de choisir son avenir professionnel a été votée, depuis que l'abondement du compte personnel de formation est présent. Ça n'est pas qu'une question des conseils régionaux, c'est désormais vraiment une question simplement de pouvoir maîtriser le développement territorial, mais je sais que ça fait partie des questions qui vont être traitées dans l'après-midi. Effectivement, c'est une